Évidemment, et sans surprise, le gouvernement est défavorable à l'adoption de la motion référendaire qui a été proposée. J'ai entendu finalement trois arguments ou trois questions auxquelles je souhaite apporter les positions du gouvernement en réponse. Le premier argument concerne la question de la recevabilité. Nous avons évoqué ce sujet hier. Est-ce que cette réforme doit être portée dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif? Nous avons eu l'occasion hier, Madame la rapporteure générale, moi-même, d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse et de rappeler que le cadre dans lequel nous sommes, les conséquences de cette réforme sur les comptes sociaux pour l'année 2023 rendent à la fois légitime, recevable et donc justifie le recours à un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a malgré tout, et c'est une parenthèse que je fais, quelque chose d'assez cocasse, pardon pour cette expression, à entendre reprocher au gouvernement d'avoir organisé une forme d'obstruction. Pour deux raisons. La première, c'est que le temps de débat dont dispose le Parlement sur cette réforme est supérieur au temps de débat dont a disposé le Parlement sur les deux réformes précédentes, et les choix faits par le Sénat d'ouvrir un nombre de jours supplémentaires par rapport à l'Assemblée nationale vient illustrer ou conforter celui-ci. Puis il y a une deuxième raison, c'est que, à ma connaissance, ce n'est pas le gouvernement qui, devant l'Assemblée nationale, a déposé plus de 20 000 amendements dans des séries identiques. Je peux vous assurer que j'avais plus hâte d'entrer dans les sujets de fond que d'examiner ces amendements identiques. La deuxième question à laquelle je veux apporter la position du gouvernement concerne finalement la légitimité ou l'intérêt qu'il y a à maintenir au Parlement cette capacité à porter, examiner la réforme des retraites et à travailler sur ces questions-là. Je crois très fortement à cette légitimité de la démocratie représentative et du Parlement pour débattre des retraites. J'y crois parce que l'histoire récente nous a montré que toutes les réformes de retraite depuis 1981 ont été examinées par le Parlement. Il n'y a qu'une légère différence, cela a été évoqué par certains orateurs, puisqu'en 1980, la réforme a été mise en œuvre par voie d'ordonnance, après que le Parlement ait habilité le gouvernement à le faire. Mais le Parlement s'est toujours saisi de cette question des retraites et a pu accompagner, mettre en œuvre des progrès qui sont des progrès très substantiels pour l'ensemble des assurés. Je ne prends qu'un exemple qui a été évoqué notamment par le président Requier, c'est la question des carrières longues. Lorsque l'on se retourne sur un passé récent, à 20 ans, avant 2003, l'âge de départ à la retraite était de 60 ans, la durée de cotisation requise était de 37 ans et demi, et dans un système tel qu'on le connaissait, un assuré, une assurée qui faisait des études, une licence, une maîtrise, qui entrait sur le marché du travail à 22 ans et demi, travaillait très exactement 37 ans et demi et bénéficiait d'une retraite à taux plein à 60 ans. Et dans le même temps, ses camarades de classe à l'école pouvaient commencer à travailler très tôt, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, et devaient aller jusqu'à 60 ans et ainsi cotiser 44, 45, 46 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. C'est la création du dispositif de carrière longue dans la réforme de 2003 qui a apporté une première réponse. Et depuis, chaque réforme examinée, débattue, adoptée par le Parlement a permis de diminuer cet écart de durée de cotisation à l'échelle d'une vie pour faire en sorte qu'aujourd'hui, nous arrivions à une situation, et ce sera encore plus vrai si cette réforme est adoptée, où l'écart de durée de cotisation requise sera finalement ramené à moins d'un an, parfois à quelques trimestres, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de perfection en la matière. Et ce seul exemple montre qu'il y a un intérêt à ce que le Parlement puisse se saisir de ces sujets, les creuser, les amender, les approfondir et apporter des dispositions techniques qu'un examen par voie référendaire ne permettrait pas. Enfin, la troisième question à laquelle je veux apporter une réponse, c'est justement quel serait l'intérêt, quelle serait l'utilité ou l'opportunité plutôt de la démarche de confier cette question, ce débat et cette réforme à une question référendaire. Je crois, et cela a été dit par plusieurs intervenants, que la complexité du sujet, je l'ai évoqué hier en réponse à la discussion générale, interdit cette démarche. Interdit cette démarche parce qu'aucune réponse binaire ne peut constituer une réponse à la question des retraites. Il a été évoqué par plusieurs intervenants et avec des angles très différents. La question des femmes et en particulier la question des mères, puisqu'ont été évoquées les questions relatives au trimestre accordé et validé à l'occasion d'une maternité ou au-delà des trimestres accordés pour l'éducation des enfants. Je suis convaincu, mais ça peut faire l'objet d'un débat, je suis absolument convaincu que pas un couple, aucun parent, aucune femme ne décide d'avoir un enfant pour espérer avoir en contrepartie tel ou tel trimestre ou telle majoration. C'est un projet de vie, c'est un projet personnel, c'est une construction. Par contre, je suis absolument convaincu que la maternité, tout comme le fait d'élever des enfants,
peut être soit un frein, voire un empêchement à cotiser, soit un frein à la progression, à la promotion professionnelle et donc un facteur d'inégalité professionnelle. Notre système de retraite ne compte rien, aucune disposition qui soit de nature à marquer, créer une inégalité entre les femmes et les hommes. Il traduit, il retranscrit dans le calcul des pensions non pas une volonté d'inégalité, mais l'accumulation d'inégalités tout au long de la vie. Et c'est évidemment la question de l'égalité professionnelle qui apportera la seule et vraie réponse soutenable à la question de l'égalité des pensions entre les femmes et les hommes. Par contre, notre système ne doit pas s'empêcher de réparer. Et c'est pour ça que j'ai dit hier combien nous regardons avec bienveillance l'amendement proposé par le président Retailleau et adopté par la Commission des affaires sociales. Pourquoi ? Parce que d'une part, il permet de maintenir un système qui autorise une femme, je parle uniquement des trimestres liés à la maternité, les 4 dans le régime général, les 2 dans le secteur public, et cela renvoie au débat sur les droits familiaux que j'ai évoqué. Permettra à des femmes ayant des carrières hachées de pouvoir, grâce à ces trimestres validés, compléter leur carrière, éviter la décote. C'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que ces trimestres ont été pensés. Dans un premier temps, des contreparties et des trimestres qui ne pouvaient être cotisés au moment de la grossesse et de l'accouchement, et dans un deuxième temps comme une réponse peut-être aux carrières hachées. Mais nous avons une situation qui fait qu'avec l'augmentation, pas celle-ci, mais l'augmentation depuis 2003, pardonnez-moi, de l'âge de départ à la retraite, nous avons une situation où ces trimestres dits de maternité peuvent, dans certains cas, dans le cas où les femmes ont une carrière complète ou quasiment complète, perdre d'une certaine manière leur utilité dès lors où que la carrière peut être complète sans avoir recours aux besoins de ces trimestres. Et dans ce cas-là, il faut se demander quelle est l'utilité de ces trimestres. Et l'utilité de ces trimestres peut être non pas de compenser une incapacité à cotiser pendant un temps, mais à compenser les inégalités de carrière que peuvent encore provoquer, susciter, et malheureusement, le fait d'avoir des enfants et de consacrer du temps à leur éducation. Et donc, l'alternative qui est ainsi proposée, à la fois maintenir ce bénéfice de temps pour les femmes qui en ont besoin du fait d'une carrière hachée, mais permettre à celles qui ont une carrière complète ou quasiment complète, quelques trimestres avant l'âge d'ouverture des droits, de bénéficier d'une surcote, parce que finalement, la démonstration est peut-être un peu simpliste. Si elles ont réussi à avoir une carrière complète, cela signifie que leur grossesse, leur maternité ne les a pas empêchées de mener une carrière, mais peut les avoir empêchées de progresser aussi rapidement que leurs collègues hommes. Et donc, permettre à ces femmes qui ont une carrière complète ou quasiment complète, alors de bénéficier non pas de temps validé, mais d'une surcote en termes de pension, nous paraît permettre une alternative intéressante et posant une première pierre, une première brique pour le chantier des droits familiaux que nous aurons à aborder et élaborer d'ici le PLFSS 2024. J'ai pris cet exemple qui renvoie là encore à la complexité que j'évoquais hier pour dire tout simplement, et j'en termine par là, qu'une question binaire à laquelle on apporte une réponse par oui ou par non est une question trop simple, trop directe et donc inopportune pour aborder une réforme comme celle-ci. Je compte plus sur la richesse des débats du Parlement pour permettre d'améliorer le texte.